Voilà, donc on va parler de l'écriture de tests pertinents et donc comment écrire des tests un petit peu avec les différents outils de test et puis après surtout qu'est-ce que c'est que des cas de test pertinents. Donc voilà un petit peu de quoi je vais vous parler, pourquoi écrire des tests, les différents types de tests, un peu de vocabulaire, l'écriture des tests ensuite, en Python avec les différentes façons de faire. Je vous parlerai ensuite d'un problème de couleur. Alors c'est pas un problème de racisme, on parlera de noir ou blanche, et puis c'est pas de la musique non plus. Et donc plus concrètement, ensuite, on rentrera dans l'écriture des tests boîte noire et boîte blanche. Et puis je vous parlerai aussi un petit peu de couverture de code et de TDD, le Test Driven Development. Donc pourquoi écrire des tests? D'abord parce que les bugs peuvent avoir de lourdes conséquences. Donc là, je vous ai mis un lien un peu plus à jour que ce que j'avais ailleurs. Ici, c'est un collègue de Nancy qui, sur cette page-là, ici, donc recense. Alors, je sais pas si vous la voyez. Ah, non, ah tiens, vous êtes pas, vous êtes resté là. Comment ça se fait? Vous auriez. Ah oui, alors si, je sais pourquoi. Je vais vous remettre ça au bon endroit. Hop, et là, on va remettre ça ici. Voilà. Et donc, sur cette page-là, ici, vous avez eh bien, tout un tas de bugs. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais qui peuvent montrer en quoi des bugs peuvent avoir des conséquences catastrophiques financièrement, mais aussi en termes de vie humaine. D'accord? Donc, j'ai pas vu. Est-ce que voilà. Donc là, vous devriez revoir ça ici. Donc, je reviens ici sur les transparents parce que du coup, je ne sais pas si vous les avez vus. Parce que comme j'avais un petit souci. Euh, Voilà. Donc, ici, je vous ai juste résumé. Donc, des choses qui sont plutôt rigolotes, hein, des centenaires qui sont convoqués à l'école. Et ça y est, j'ai plus le bon truc qui est diffusé. Pourquoi j'ai plus le bon truc qui est diffusé? J'ai l'impression que c'est bizarre ça. Ah. Euh, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Donc, des centenaires convoqués à l'école. Le site France.fr qui était censé faire la pub de la France pour les touristes étrangers qui tombent en panne le jour même de son lancement. Voilà. Après, on a des choses qui peuvent avoir des conséquences scientifiques. Donc, comme là, une mission Vénus qui était censée passer à 5000 km du sol de Vénus et qui est passée à 5 millions de kilomètres. Et donc, pour ceux qui sont jamais allés sur Vénus, on voit rien parce que c'est un sol très, enfin, une atmosphère très opaque. Donc, inutile de vous dire qu'à 5 millions de kilomètres, on voit rien. Voilà. Vous avez pareil Mariner 1 qui a été détruite très peu de temps après son lancement. Donc ça, c'est des conséquences scientifiques, mais aussi des conséquences financières. On a aussi des choses qui sont plus des conséquences financières, comme le logiciel pour la paie des militaires. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était il y a une dizaine d'années, des militaires certains pendant 18 mois n'ont pas touché leur solde. Alors concernant le bug du CNED, on sait très bien qu'il n'y a aucun bug, et que ce sont forcément les Russes, n'est-ce pas? Voilà, on a aussi le site voyagesncf.com qui est tombé en rade pendant une journée. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas grave, les gens ils ont acheté leur billet le lendemain. Bah oui, sauf que bah, ça fait en fait un trou dans la trésorerie. Et sur une journée, bah, comme c'est enfin beaucoup de visites, bah, ça fait un gros trou dans la trésorerie. Voilà, on a aussi l'échec du premier lancement d'Ariane 5, alors que je ne mets pas dans les conséquences scientifiques parce que c'était des satellites commerciaux qui étaient dedans. Mais c'est vrai que le coût de la fusée plus les coûts des satellites, ça fait très cher. Et puis, on a aussi des conséquences en termes de vie humaine. Donc, on a eu, par exemple, tous les gens qui ont été surirradiés à Épinal lors de traitement de radiothérapie. Et puis, on a eu aussi un canon antiaérien israélien qui a tiré un peu n'importe comment à l'horizontale et qui a fait 9 morts et 14 blessés. Voilà, donc on voit que les bugs, ça peut quand même avoir de grosses conséquences. Alors, il faut savoir que les programmes sans bug, ça n'existe à peu près pas pour des programmes de taille réelle, on va dire. Pourquoi? Parce que eh bien, les programmes sont écrits par des humains
qui ne sont pas infaillibles. Les programmes sont aussi spécifiés par des humains qui ne sont pas infaillibles. Ils tournent dans des environnements buggés. L'interpréteur Python, rien ne dit qu'il ne soit pas buggé. Les compilateurs aussi, même les compilateurs C, la plupart sont buggés. Les systèmes d'exploitation, ils sont buggés. Et puis, donc certes, il y a des bonnes pratiques qui ont été développées de plus en plus, donc ça améliore les choses, mais ça ne garantit rien. Après, on peut faire de la vérification formelle, mais ça a quelques faiblesses. C'est lourd à mettre en œuvre, ça nécessite des compétences particulières que n'ont pas tous les gens qui ont été formés même avec un bac+5 en informatique. Ça ne prend pas en compte l'environnement, donc le compilateur, le système, etc. Et ça ne vérifie que ce qui est spécifié. Comme j'ai dit avant, la spécification elle a été faite par des humains. Donc si on a oublié de mettre une propriété essentielle comme propriété à vérifier, on ne va pas la vérifier. D'accord? Et surtout, j'insiste bien sur quelque chose, c'est que les bugs sont des erreurs humaines. Et non pas quand on dit oh bah il y a un bug, c'est l'ordinateur. Non, non. C'est de toute façon, il y a eu une faute quelque part. Ça peut être chez le développeur qui a fait le système d'exploitation, mais voilà, il y a une erreur humaine à la base. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, bon, il y a toujours le problème de l'insecte qui est venu se mettre dans les lampes. Bon, il n'y a plus beaucoup d'ordinateurs qui fonctionnent avec des lampes, hein, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, après, on peut écrire différents types de tests avec différents objectifs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de types de tests. Les tests fonctionnels, qui sont ceux sur lesquels on va se concentrer là, servent à vérifier que le programme fait bien ce qui lui est demandé en termes fonctionnels. Autrement dit, sur des entrées et données, il donne bien les bons résultats en sortie. Mais après, on peut avoir des tests utilisateurs qui permettent de vérifier que les utilisateurs arrivent bien à utiliser le logiciel. On peut avoir des tests de montée en charge pour vérifier que quand il y a beaucoup d'utilisateurs simultanés, eh bien le logiciel fonctionne toujours. Il y a des tests de compatibilité, par exemple. Vérifier que le logiciel respecte bien certains standards qui lui permettent d'échanger des données avec tel ou tel autre logiciel. On peut avoir aussi des tests de sécurité pour vérifier que le logiciel est protégé contre des tentatives d'attaque, bon, etc., etc. On a des dizaines de types de tests comme ça possibles, mais là, on va se concentrer sur les tests fonctionnels. Alors, dans les tests fonctionnels notamment, on va distinguer essentiellement trois niveaux de tests. On a d'abord les tests de recettes, qui étaient ce qu'on appelait avant d'ailleurs les tests fonctionnels, qui évaluent un déroulement complet d'une fonctionnalité d'un logiciel. Donc on prend la fonctionnalité depuis le début jusqu'à la fin, mais d'une fonctionnalité large, hein, et on vérifie que ça marche. On a les tests d'intégration, donc eux ils sont à un niveau un petit peu en dessous. Ils vont essayer d'évaluer si deux modules qui ont été développés séparément collaborent correctement entre eux. Donc que ce que fournit un module est bien ce que l'autre attendait. Et enfin, on a les tests unitaires qui, eux, vont évaluer une petite unité de code, donc une fonction, une méthode, par exemple. D'accord? Donc les tests unitaires, ils ont l'avantage d'être faciles à écrire et permettent de très bien localiser une erreur. Et en ça, ils sont fondamentaux. Alors, c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire qu'on peut se passer des tests de recettes et des tests d'intégration. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose, dans un premier temps au moins, de se focaliser sur les tests unitaires. Alors, avant de passer à la suite, un peu de vocabulaire. Donc, je vais appeler cas de test un cas d'utilisation du logiciel qui va être défini par un nom, qui caractérise un petit peu à quoi ça correspond, des données d'entrée, et puis un résultat attendu. D'accord? Donc un cas de test, c'est ça. Donc quand j'écris un cas de test, il faut déjà que je sache le résultat que j'attends. Pourquoi c'est important? Parce que si je dis, ah bah tiens, je vais tester sur telle donnée d'entrée, je vais regarder si le résultat attendu c'est le bon, enfin si le résultat obtenu c'est le bon, mais que je n'ai pas écrit au préalable mon résultat attendu, je risque d'être victime d'un biais de confirmation qui va avoir tendance à me faire dire que le résultat que j'ai obtenu, c'est bien le résultat que j'attendais. Et ensuite, on appellera jeu de test un ensemble de cas de test. Alors souvent, on va regrouper dans un jeu de test des cas de test qui ont un même but. Parce que pour vérifier quelque chose, on verra qu'il va falloir écrire plusieurs cas de test. Alors, ce à quoi il faut faire attention avec les tests, c'est le le faux sentiment de sécurité. Donc, je vais vous prendre un exemple. Les corbeaux sont noirs.
D'accord? Ça, c'est une règle que je pourrais écrire corbeau implique noir. Ou si vous préférez, quel que soit x corbeau implique x noir. D'accord? La contraposée, alors pour ceux qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, ça veut dire que je transforme A implique B en non B implique noir, est une proposition qui logiquement est tout à fait équivalente. Et ça donne ici non noir implique non corbeau. Donc, dire que tous les corbeaux sont noirs, c'est exactement la même chose de dire que tout ce qui n'est pas noir n'est pas un corbeau. D'accord? Alors maintenant, on va imaginer un cas de test qui confirme la première proposition. Ce serait quoi la première proposition? Pour un cas de test qui la vérifie, c'est j'attrape un corbeau, je constate qu'il est noir. Ah ben, c'est un cas de test qui semble, enfin qui est en accord en tout cas avec la première proposition. Donc si je répète ça 10 fois, 15 fois, chaque fois que j'attrape un corbeau, je regarde et il est noir, j'ai envie de dire, ah bah quand même, 10 fois j'ai vérifié qu'un corbeau était noir, c'est donc que ma proposition est a priori juste, tous les corbeaux sont noirs. Mais de la même façon, je pourrais prendre un cas de test pour vérifier la première, enfin la contraposée. Donc genre, je prends cette feuille de papier, d'accord? C'est un, enfin je prends ce truc-là, c'est non noir puisque c'est blanc, d'accord? C'est pas un corbeau, donc ça c'est un cas de test qui vérifie ma deuxième proposition. Et enfin qui vérifie, qui va dans le sens de ma deuxième proposition. Et donc comme ça, je pourrais en prendre une centaine de choses comme ça, hein. J'attrape quelque chose qui est bleu clair ici, c'est pas un corbeau, bah ça vérifie ma deuxième proposition, etc., etc. Donc je peux comme ça trouver une centaine de cas de test qui vont aller dans le sens de ma première proposition. Et comme il semble vérifier que ma contraposée est bonne et que ma contraposée est équivalente à la proposition de départ, c'est donc que ça confirme ma proposition de départ. Et donc, une fois que j'ai trouvé comme ça une centaine d'objets non noirs qui s'avèrent ne pas être des corbeaux, eh ben, je pourrais dire, bon, ben, c'est qu'effectivement, non noir implique non corbeau, c'est vrai. Donc, corbeau implique noir. Et je pense qu'il est évident que si je vous dis que le fait d'attraper ce truc blanc là et dire ah bah c'est pas un corbeau, ça vérifie, enfin ça me garantit à peu près que corbeau implique noir, ça paraît pour le moins étrange. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Juste pour bien vous faire comprendre que effectivement un cas de test qui réussit, donc je trouve un non noir et c'est pas un corbeau, de même que je trouve un corbeau et il est noir, finalement, ça ne garantit rien. D'accord? Le seul cas où ça apporterait quelque chose, c'est si, eh bien, il n'existait qu'un seul corbeau dans le monde. Je l'attrape, il est noir, je peux effectivement déduire tous les corbeaux sont noirs. De même, si j'attrapais, même s'il y en a quelques centaines de millions, tous les corbeaux du monde et qui s'avèrent tous noirs, eh bien là, je pourrais dire effectivement, tous les corbeaux sont noirs, puisque je l'ai vérifié exhaustivement. Mais sinon, eh bien, dès que, enfin, un cas de test en soi, ça garantit pas grand-chose quand il réussit. Par contre, un cas de test qui irait à l'opposé, enfin qui contredirait ma proposition, genre j'attrape un corbeau et il est blanc, et bien là, je peux en déduire cette fois-ci qu'il y a un problème. Ma proposition n'est pas vérifiée. D'accord? Donc un cas de test qui rate va être très informatif. Un cas de test qui réussit tout seul, ça apporte vraiment pas grand-chose. D'accord? Donc là, je vous ai mis un exemple un peu plus informatique. J'ai fini une fonction somme de A, B, et ici, j'ai return 0 dans la définition de ma fonction. D'accord? Et la question, c'est maintenant, si je génère un cas de test aléatoirement, combien de cas dois-je générer pour être sûr d'établir que ma fonction est fausse? Eh bien, a priori, une infinité. Pourquoi? Parce que avec un peu de chance ou malchance, voyez ça comme vous voulez, je pourrais très bien générer aléatoirement des cas de test qui sont toujours de la forme b égale moins a. Et donc, j'essaye somme de 0, 0, qui vaut 0, et là, j'applique ma fonction, elle me renvoie bien 0. J'essaye moins 3, 3, ça me renvoie 0. J'essaye moins 355 plus 355, ça me renvoie toujours 0. Et donc, je peux générer comme ça une infinité de cas de test pour lesquels ma fonction somme
semblera correct. D'accord? Alors bon, d'accord, là, les risques que ça arrive sont particulièrement faibles. Mais on voit bien que je peux avoir une infinité de cas de tests qui passent, avec pourtant une fonction qui sera erronée. D'accord? Donc, écrire des cas de test qui apportent vraiment quelque chose, je redis, c'est pas si évident que ça. Donc, je vous l'ai dit, Bono, oui, Bono, oui, oui. je comprends pas ton exemple parce que le fait que tu génères aléatoirement tes cas de test, là en l'occurrence, te garantissent plus que si justement les nombres sont choisis, parce qu'on pourrait les choisir avec un biais. Mais le Oui, côté aléatoire nous amène à quelque chose de plus certifiant que si justement on construit notre test à partir d'une vision erronée de ce qu'il faut tester. ouais, alors bon, sur l'aspect aléatoire, c'est juste dire, voilà, potentiellement, je pourrais très bien, en le faisant à la main ou même aléatoirement, avoir une infinité de cas de tests qui passent et puis en fait mes cas de tests et pour autant ma fonction est erronée. C'est juste ce que je voulais dire. Après, sur l'aspect aléatoire ou pas, on y reviendra un petit peu, mais en général, on demande à ce que des cas de test soient reproductibles. Pourquoi on veut des cas de test reproductibles? Parce que si un cas de test plante, il faut être sûr de pouvoir reproduire le fait que ça plante et ça permettra de savoir à un moment qu'on a bien corrigé ce qui faisait que ça plantait. Donc en général, quand on écrit des cas de test, on n'aime pas forcément l'aspect aléatoire, tout au moins dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, on peut se permettre un peu plus de liberté et avoir effectivement quelques générations aléatoires de cas de test, mais en général, on n'aime pas trop ça, les cas de test aléatoires. D'accord? Mais c'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'après, je vais essayer de vous parler justement des différentes stratégies qu'on a pour établir des tests, pour essayer de sortir un petit peu de ces biais qu'on peut avoir, qui ferait que je vais oublier des cas dans lesquels ça marche pas. Et en plus, le problème, c'est que souvent, les cas dans lesquels ça marche pas, c'est des cas à des valeurs limites, des cas aux frontières. Et si on fait de la génération aléatoire, on a très peu de chances de tomber sur ces fameux cas aux frontières. Donc il vaut mieux bien penser ces tests que de faire du test aléatoire. Voilà, donc pour revenir maintenant sur le véritable apport des tests, eh bien, comme je disais, si on trouve un corbeau qui n'est pas noir, ça prouve que la propriété corbeau implique noir est fausse. Donc dans un programme, ça montrerait que le programme est buggé. Et donc ça apporte quelque chose. D'accord? Et donc là, je reprends hein, l'exemple 2. Si j'appelle ma fonction somme avec 2 et 3, je m'attends à trouver 5. Or, elle me renvoie 0. Et bien là, je vois bien que ma fonction somme est buggée. Donc en fait, c'est ça qui est un cas de test qui apporte quelque chose. C'est un cas de test qui rate. D'accord? Donc ça revient ici à bien retenir que la réussite d'un cas de test ne garantit rien hormis la correction du programme sur une exécution pour le cas ayant réussi. En plus, je dis bien sur une exécution parce que il se peut très bien que finalement la réussite de mon cas de test dépende de quelque chose d'extérieur et qu'une fois ça a marché, mais pas tous. Je reprends ma fonction somme. Si au lieu de renvoyer 0, je renvoyais un nombre aléatoire, eh bien il se pourrait très bien que, coup de bol, sur ma première exécution, ça réussisse. Mais ça ne va pas forcément réussir sur ma deuxième exécution. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les cas de test ont intérêt à les lancer fréquemment. Alors, au passage, effectivement, vous pouvez regarder le lien que vous met Fabrice. Alors, je ne suis pas allé cliquer dessus, mais on a clairement, a priori, un cas qui va permettre de prouver que tous les corbeaux sont noirs. C'est faux. Mais après, il faut encore choper le bon corbeau. Et après, si le cas test est bien défini, d'accord? Alors ça, à nouveau, un cas test, ça peut être buggé. On a pu se planter dans notre cas de test. Alors, on essaiera d'oublier ça ici parce que sinon, on va avoir du mal à s'en sortir. Mais c'est quelque chose à faire aussi. C'est des cas tests, ça se vérifie un petit peu. Et donc, l'échec d'un cas de test, là, par contre, s'il est bien écrit, le cas de test, ça garantit que le programme n'est pas correct. D'accord? Alors, comment écrire des tests? Un cas de test, eh bien, comme je viens de dire, sa réussite, ça prouve la réussite du cas de test sur une exécution.
Donc, c'est pas mal de pouvoir exécuter aussi souvent que possible les tests pour vérifier qu'à chaque exécution, mon cas de test passe. Autre chose aussi, c'est qu'une fois que j'ai écrit mes cas de test, je vais modifier mon programme. Qu'est-ce qui va me garantir qu'après avoir modifié mon programme, ce qui marchait avant continue de marcher? Pas grand-chose, si ce n'est si je peux réexécuter les cas de tests que j'avais exécutés avant. Donc ça, c'est pas mal, c'est pouvoir réexécuter des cas de tests qu'on avait fait avant quand on modifie le programme. Et ça, c'est ce qu'on appelle vérifier la non-régression. Donc ce qui marchait avant continue à marcher après. Et du coup, pour tout ça, c'est pas mal qu'un cas de test soit quelque chose qui soit rapidement exécutable. Parce que si votre cas de test il met 3 heures à s'exécuter, vous n'allez pas avoir envie de l'exécuter à chaque modification. C'est pas mal que ça puisse être exécuté automatiquement, parce que c'est comme ça qu'on gagnera du temps, et puis qu'on ne va pas se lasser. Donc on réexécutera le plus souvent possible les tests. Et du coup, autant que le cas de test soit écrit dans un langage de programmation, et si possible, le langage utilisé pour le programme qu'on teste, donc langage cible. Pourquoi? Parce que du coup, il y a besoin de connaître qu'un seul langage aussi bien pour coder que pour tester. Et puis, on aime bien que les cas de test soient reproductibles, c'est ce que je disais avant, parce que c'est ce qui va nous permettre, quand on a un cas de test qui ne marche pas, de modifier le programme et de réussir nos tests jusqu'à ce que le cas de test qui ne marchait pas marche. Et ce qui nous garantira qu'on a corrigé le cas de test. Et comme à chaque fois, on va essayer de réexécuter tous nos cas de test, on va en plus vérifier que ce que je viens de faire pour faire fonctionner un cas de test, va pas invalider ce qui marchait avant, puisque je vais réexécuter mes autres cas de test qui, eux, fonctionnaient. D'accord? Alors, autre chose aussi qu'il faut comprendre, du coup, c'est que quand j'écris un cas de test, mon but, c'est vraiment d'écrire pour essayer de trouver une erreur, pas de garantir l'absence d'erreur. On l'a vu, garantir l'absence d'erreur avec des tests, c'est impossible, sauf à faire du test exhaustif, ce qui est rarement possible. Donc, l'idée, quand on écrit un cas de test, c'est vraiment dire, je vais aller titiller mon programme, aller trouver, essayer les endroits compliqués, difficiles, pour voir si là, mon programme résiste quand même ou pas. D'accord? Après, il faut aussi que l'exécution des cas de test soit indépendante les unes des autres. Il ne faut pas que parce qu'un cas de test plante, ça me fasse planter les suivants, parce qu'il faut que je puisse lancer tous mes cas de test et à la fin avoir un bilan sur mes tests. Voilà, qu'est-ce que je raconte d'autre aussi? C'est que, évidemment, un jeu de test exhaustif, c'est ce qui servirait de preuve, mais c'est pas possible. Donc, on va essayer de déterminer des jeux de test qui soient, des jeux de test qui soient représentatifs des différents cas d'exécution possibles. Et c'est ça ce qui va être intervenir entre autres dans la façon de concevoir des tests, c'est trouver un ensemble minimum de cas de test qui m'amène à tester finalement à peu près tous les cas représentatifs d'exécution de mon programme. Alors pourquoi un ensemble de minimal de cas de test? Parce que sur un gros programme, même en essayant d'avoir cet ensemble minimal de cas de test, je vais avoir des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de cas de test à exécuter. D'accord? Donc, si en étant minimal, j'ai déjà quelques centaines de milliers, on comprend bien qu'on ne va pas chercher à multiplier les tests inutiles, entre guillemets. Voilà, maintenant en Python, ça, je vous l'avais dit lors de la formation des U, il y a différents moyens d'écrire des tests. Il y a unit test, doc test et pytest essentiellement. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit peu les trois avec des petits exemples. Et puis après, on se focalisera sur pytest. Je vous ai mis ici une petite classe qui va servir d'exemple. Donc une classe personne, une personne étant représentée par un nom, un prénom, un âge, d'accord? L'âge, ce sera un entier, donc j'ai une méthode croître qui me permet de faire augmenter l'âge de 1. Et le nom devra être en majuscule, donc dans mon constructeur. Ici, je fais nom.capitalize et c'est ce que je stocke dans mon attribut nom pour que le nom de la personne soit stocké en majuscule. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu unit test là-dessus. Donc unit test, c'est un système de test unitaire qui est intégré à Python. Il fait partie de la famille des systèmes XUnit qui sont dérivés de JUnit qui est un système de test unitaire écrit pour Java et qui a été ensuite repris pour pas mal d'autres langages. Donc les tests vont être écrits dans XUnit sous la forme de méthodes d'une classe.
Et cette classe devra hériter de la classe testCase. Et on représentera le fait qu'un test rate par la levée d'une exception. Dans le cas contraire, donc si le test réussit, enfin s'il n'y a pas d'exception levée, eh bien le test est considéré comme réussi. Donc une méthode de test, c'est pas quelque chose qui renvoie un booléen, ça renvoie rien du tout. C'est quelque chose qui lève une exception ou pas. D'accord? Et puis pour écrire vos cas de test, eh bien dans la classe testCase, vous avez un certain nombre de méthodes utilitaires qui pourront être bien pratiques. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de classe de test en unit test. Donc j'ai besoin d'importer le module unit test. Après, j'écris donc ma classe test person ici comme étant une classe qui hérite de la classe testCase du module unit test. Et puis, eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes méthodes de test, de la forme test underscore un nom. Et puis, ici, eh bien, j'ai toujours des conditions initiales ici. Donc, je crée une personne avec Martin, Jacques et 20. Un résultat attendu ici. Donc, Martin avec un M majuscule. Oui, j'ai dit capitalize, pardon, c'est pas tout en majuscule, c'est l'initiale en majuscule. Donc, ça, c'est le résultat attendu. Ensuite, j'ai le résultat effectif. Donc là, je regarde ce que donne get non. Et ensuite, j'ai la vérification. Et donc, j'ai une méthode assertEqual ici qui me vérifie que attendu est égal à effectif. D'accord? Donc, la plupart des tests qu'on fera seront de la sorte assertEqual. On vérifie que le résultat attendu, c'est bien le résultat effectif. Et comme ça, je peux écrire plusieurs cas de test. Alors, c'est pareil, le prénom jeu qui commence par une majuscule. Donc, je mets dans mon attendu un J majuscule. Et puis croître, je vérifie que si ma personne elle avait 20 comme âge, je fais croître. Du coup, je m'attends à ce que son nouvel âge ce soit 21. Le résultat effectif c'est getAge et je regarde si j'ai bien 21. D'accord? Et là, c'est la fonction main du module unit test qui me permet d'exécuter tous mes tests. L'apport de passer par un module de test plutôt que d'avoir un ensemble de certes bien mis, c'est que je vais avoir derrière un rapport de test. Et puis le problème des certes, c'est que si on les laisse dans le code final, c'est quelque chose qui va être vérifié à chaque exécution. Et donc sur mon projet final, donc ça va ralentir l'exécution. D'accord? Alors les cas de test, le but c'est que ce soit quelque chose qui ne soit exécuté que par les développeurs. Et le programme final, lui, il devrait finalement pas avoir de assert. Et effectivement, bonne remarque, il n'y avait pas de capitalize dans prénom, ce qui veut dire que voilà, je vais avoir une erreur à l'exécution. Donc là, si j'exécute mes cas de test, ouais, on fait ça dans un module à part, tout à fait. Et bien voilà ce que ça me donne ici. Donc j'ai .f. Alors ça veut dire quoi? Point, ça veut dire qu'un cas de test a été exécuté avec succès. Et F, ça veut dire qu'un cas de test a été exécuté avec échec. F comme failure. D'accord? Et après, j'ai le détail ici de l'erreur. Donc on voit ici que j'attendais Jacques avec un J majuscule. D'accord? Mais j'ai eu Jacques avec un J minuscule. Et à la fin, ici, j'ai un bilan. Donc 3 tests ont été exécutés. Et globalement, j'ai un échec. Et ici, il précise nombre d'échecs 1. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que votre programme, vous avez mis 300 000 tests, il y en a 299 999 qui réussissent, et bien c'est que votre programme est buggé, il est faux, d'accord? Un programme c'est correct ou ça l'est pas. J'ai un cas de test qui rate, mon programme il est faux. Et donc c'est en général ce qu'on trouve dans les systèmes de test, on considère que il faut absolument avoir 100% de cas de test qui passent. Donc il détaille ici quand même pour la correction combien il y a d'échecs, mais le résultat global c'est mon programme est buggé. D'accord? Voilà, donc ça c'est unit test. Alors, je reviendrai après sur un petit comparatif entre les différents systèmes. Hein. Ensuite, doctest. Donc doctest, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont pratiqué. Donc là, les tests sont intégrés à la documentation
sont intégrés, pardon, oui, à la documentation de la méthode dans la docstring qui est associée aux fonctions ou une méthode. Et donc, oui, tout à fait, on peut supprimer les tests, voire on peut laisser les cas de tests et même faire tout simplement return, et du coup, on a l'impression qu'on a plein de tests qui passent. Puisque mes cas de tests ne levant aucune exception, ils sont considérés comme réussis. Quand on utilise doctest, dans la docstring, on va rajouter de temps en temps des blocs avec supérieur, 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 qui veut dire que, eh bien là, je vais exécuter un code et que je dois obtenir un résultat que je mets à la ligne juste en dessous. Donc ça donne l'exemple suivant ici pour ma classe personne. Vous voyez ici, j'ai ma documentation de méthode docstring ici entre 3 guillemets. Et puis là, je peux mettre, par exemple, le nom est transformé pour commencer par une majuscule. Et donc là, je vais mettre p égale personne, p.getNom. Et juste après, je mets ici le résultat attendu. Donc là, j'attends la chaîne Martin avec un M majuscule. Et je fais pareil pour Jacques. D'accord? Et après, je vais rajouter dans mon module, ici, l'exécution des tests si j'exécute directement. Ce qui veut dire que ils ne seront pas exécutés d'office, mais il faut que je demande explicitement à doctest de les exécuter. Alors, sur qui développe le code et les tests, j'y reviendrai, Gwendal, tout à l'heure. Donc, quand j'exécute mes tests ici, eh bien voilà, je vais avoir à nouveau là un exemple raté ici qui indique qu'il y a une erreur. J'attendais Jacques avec un J majuscule et j'ai obtenu Jacques avec un J minuscule. D'accord? Et là, il me dit bien qu'un item a raté. Et là, le point virgule. Tout simplement parce que en Python, quand on va mettre plusieurs instructions sur une même ligne, il faut mettre un point virgule pour les séparer. C'est un séparateur d'instructions. En fait, pour séparer deux instructions, on a soit le retour chariot, soit le point virgule. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis le point virgule ici? Justement, parce que si on regarde ici, là, on voit que doctest me dit qu'il y a eu un test sur 5 qui a raté. Alors pourquoi un test sur 5? Eh bien, si je reviens ici, là, donc j'ai mis P égale personne. Donc ça, c'était un premier cas de test. Ça, c'est un deuxième cas de test. Et ensuite, j'ai voulu effectivement écrire sur plusieurs lignes. Comme ce que dit Angélique, c'est ce que j'ai fait là. Mais du coup, quand je fais P égale personne, P.croître, P.getAge, eh bien, pour doctest, c'est considéré comme étant, ici, ça, c'est 3 cas de test. Avec celui-là, j'ai rien à vérifier, donc il réussit. Celui-là, j'ai rien à vérifier, donc il réussit. Et celui-là, enfin, je mets un résultat, donc il le vérifie. Donc du coup, pour doctest, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 cas de test. Or, pour moi, tout ça, ça aurait dû représenter qu'un seul cas de test. D'accord? Donc, si je veux que ça compte comme un seul cas de test, eh bien, il faut que je mette ça sur une ligne ici, avec un point virgule. D'accord? Et du coup, ça va me faire des lignes qui sont un petit peu longues. Donc ça, c'est dommage avec doctest que quand on n'a rien à vérifier, il considère que c'est un test qui réussit. D'accord? Et c'est vrai que moi, ce 5 ici, il me gêne un petit peu. Non, ici, en fait, comme j'ai créé ici Martin avec 20, mais que j'ai fait croître, après, ce qui est vérifié, c'est juste p.getAge. Et là, comme j'ai fait croître, ça m'envoie bien 21. Alors, conserver la limite des 80 caractères, eh bien, faudrait essayer si avec un backslash ça marche. Mais j'ai pas essayé. En mettant un backslash en fin de ligne pour écrire la suite à la ligne suivante. Peut-être que ce serait quelque chose qui fonctionnerait. Et ça permettrait quand même du coup d'effectivement d'avoir tout considéré tout sur une même ligne. D'accord? Si je vous la reprends, alors, est-ce que je l'ai écrit quelque part cette classe? Enfin oui, je l'avais écrit, ça c'est sûr, mais unit test person. Pardon.
passer ici. Non, c'est doctest. Est-ce que j'ai une... Elle est où ma classe personne avec doctest? Ah, si ça se trouve, je l'ai viré. Alors, on va essayer d'en créer une manuellement. Juste ici. Et je vais remettre mon cas de test ici. Donc, P égale personne de Martin, virgule, pardon, Jacques, virgule 20, point virgule, backslash. Et là, on va faire donc p.getAge, p. Oui, p.get non par exemple. Et ici, je vais mettre donc Martin. Voilà. Et puis ici, je vais faire if name égale c'est ça, main import doctest test mode. Voilà. Et je vais tenter un Python personne.py. Ah pardon, Python 3. Mince. Import doctest. Ah. Bon. On va mettre des simples. Ah oui, c'est dans. Ouais, faut mettre des apostrophes simples. Ouais, donc là, ça a l'air de marcher. Donc effectivement, on peut faire ça comme ça. D'accord, en mettant. Du coup, oui, pardon. Oui, c'est ça. Il faut mettre le point virgule, d'accord, pour dire que c'est sur une même ligne. Mais là, on met le backslash pour dire que la ligne se poursuit en dessous. Oui, bien sûr, je peux vérifier avec Martin. Voilà. Donc on peut, avec le point virgule, malgré tout, hein, s'en sortir en mettant sur plusieurs lignes. Mais il faut bien penser au backslash final ici. Et point virgule. Alors avec les réels, effectivement, l'idée du coup ce serait de mettre un test sur un intervalle et de vérifier qu'on a trou. D'accord? Alors maintenant PyTest. Donc PyTest, ça c'est un outil qui est externe à Python qui va permettre d'écrire et d'exécuter des tests unitaires en utilisant les assertions de base du langage Python, comme ce qu'on faisait d'ailleurs avec UnitTest. Hein. PyTest va fournir de nombreux outils pour faciliter la mise en œuvre des tests. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, c'est l'outil de test le plus utilisé. PyTest va pouvoir se lancer comme outil externe. Et du coup, si on le lance sans argument, il teste, enfin, il exécute les tests de tous les fichiers qui sont en test underscore quelque chose .py. Sinon, on peut lui passer directement le nom d'un fichier .py et il exécutera que les tests de ce fichier-là. Et dans les fichiers, eh bien, on définira les tests par une fonction dont le nom est préfixé par test underscore. Et tu n'as plus le partage d'écran, Christophe. C'est bizarre. Les autres, vous l'avez? Oui. Ah.
Alors, si tu n'y arrives pas, éventuellement Christophe à le récupérer, bon, tu peux soit te déconnecter puis te reconnecter, ou sinon, pour tout ce qui est au moins les transparents, tu les as sur la page web que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors oui, le reboot, c'est uniquement s'il est sous Windows. Et donc, les fonctions de test devront lever une assertion error, c'est en fait ce que fait un cert qui rate, hein, pour indiquer qu'un test est en échec. Et puis, pour un test qui réussit, eh ben, il suffit que ça ne lève pas d'assertion error. Alors, à quoi va ressembler des tests écrits en PyTest? Eh bien, ça peut ressembler à ça, hein. Je reprends toujours mon même exemple. Et ce qu'il faut comprendre aussi, là j'en profite pour le dire là, c'est qu'une écriture d'un cas de test va être systématique. C'est des conditions de test, donc là, pers égale personne, Martin, Jacques 20, un résultat attendu, un résultat effectif, et la comparaison. Et là, vous voyez que toutes mes fonctions de test sont pareilles. Donc dans un premier temps, là, je ne l'ai pas fait pour que ça tienne sur un transparent, mais c'est pas mal de mettre un commentaire sur chaque partie. D'accord? Donc là, les conditions d'entrée, ce serait les deux lignes ici. Pers égale personne, pers.croître. C'est les données d'entrée. Après, résultat attendu, résultat effectif, vérification. D'accord? Voilà. Et puis après, donc j'exécute PyTest et on va retrouver quelque chose qui est un peu similaire à ce que mettait d'ailleurs oui, en une seule ligne. Oui, mais je trouve que c'est pas mal de rester une instruction par ligne et puis un commentaire pour chaque bloc. Et donc on a un résultat d'exécution qui est un peu similaire à ce qu'on avait avec unit test, hein. Donc ici, il dit qu'il a récupéré au total dans tous les fichiers de test 3 fonctions de test. Et là, il met pour chaque fichier, donc là il n'y en a qu'un seul, le résultat des tests. Donc là, on a .f, c'est-à-dire le premier test a réussi, le deuxième a raté, le troisième a réussi. Le 100% ici, il ne correspond pas au nombre de tests réussis, mais au nombre de tests effectués. Donc, comme j'ai qu'un seul fichier de test, au bout d'un fichier, j'ai 100% des tests. Sinon, en fait, vous auriez pour chaque fichier où on en est de tous les tests à exécuter. Donc, j'en suis à 10% de mes tests, 30% de mes tests, etc. Et là, j'ai le détail du cas de test, donc c'est bien sur test prénom. Je retrouve ici le code de la fonction, ce qui devait être vérifié, et ici, ce qui est raté, sous une forme qui est un peu similaire à ce que j'avais avec unit test. D'accord? Et le bilan final, un échec, 2 succès. Alors, je rappelle d'ailleurs au passage que to pass en anglais, c'est un faux ami. To pass un examen, c'est pas passer un examen, c'est réussir un examen. Donc là, ça veut bien dire de test réussi. Ça. Alors, au passage, on peut aussi utiliser PyTest dans Jupyter Notebook. Pour ça, il faut installer iPyTest. Alors, ça peut nécessiter de se remettre à jour éventuellement en désinstallant d'anciens trucs. Donc, avec pip, c'est pip install. Avec conda, c'est conda install-c compte d'accord. Et après, dans la première cellule, vous faites un import IPyTest et IPyTest.autoconfig. Et quand vous avez une cellule avec des cas de test, il faut au début de votre cellule mettre un %% run PyTest, crochet clean crochet -qq. D'accord? Voilà. Alors je ne vais pas vous faire une démo parce que j'ai changé une machine entre temps et j'ai pas réinstallé IPyTest. Oui, alors celle-là, je l'attendais, évidemment. J'ai hésité à la faire. Alors, si on fait une petite synthèse sur ces différents systèmes de test, unit test, le problème, c'est que ça oblige à parler d'héritage, puisqu'il faut écrire une classe qui hérite de unit test et après faire appel aux méthodes de la superclasse. Donc, comme l'héritage est pour le programme, c'est un petit peu gênant. Doctest, ça a ses vertus pédagogiques, mais c'est vrai que ça alourdit le code source. D'ailleurs, et d'accord. Et puis, on voit que c'est mal écrypté à l'écriture de cas de test compliqués. Il faut s'adapter un petit peu s'il faut écrire les cas sur plusieurs lignes. Comme le faisait remarquer chez Fabrice, je crois, bah, ça pose des problèmes si on fait des tests par exemple sur les réels. Voilà, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là.
Après, c'est vrai que par contre, ça permet de donner un petit peu, quelquefois, en fait, la spécification d'une fonction aux élèves, on leur donne la fonction avec sa docstring et du coup, ils ont la documentation de la fonction, enfin sa spécification qui est vérifiable tout de suite. Et puis, voilà, et donc PyTest, bon, ça va obliger à utiliser un outil supplémentaire, mais ça coûte pas très cher. On avait fait un essai en plus avec José, je crois, c'était dans, je sais plus que tu dis, c'est Spider ou environnement développement, et on peut exécuter aussi des tests PyTest dedans, hein. Ça fonctionne aussi. C'est ça, ouais, c'est avec Spider. Voilà. Et donc du coup, moi, je préfère parler de PyTest et c'est là-dessus que je vais vous présenter toute la suite. Après, vous pourrez toujours adapter ce que je présente avec d'autres systèmes si vous préférez utiliser un autre système. Alors, noir ou blanche. Dans les façons d'écrire des tests, on va distinguer essentiellement deux façons. On va écrire ce qu'on appelle des tests boîte noire ou des tests boîte blanche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test boîte noire? C'est un cas de test qu'on va générer à partir des données. Et le but avec des tests boîte noire, ça va être en un minimum de tests d'arriver à couvrir l'ensemble des cas typiques d'utilisation d'une fonction. Et donc ces tests boîte noire, ils vont être conçus à partir des spécifications, indépendamment du code. C'est pour ça que pour écrire ces tests, eh bien, on pourra faire appel à une personne tierce, pas le développeur, pour pas être biaisé, ou qu'en tout cas ce soit une personne qui a le même biais, qui écrive les tests boîte noire et qui écrive le code. D'accord? Alors ça, c'était surtout la version old school. On verra un petit peu quand on parlera par exemple TDD, qu'on peut envisager d'avoir des tests boîte noire écrits finalement par le développeur. En plus, ces tests boîte noire, ces tests-là, ils peuvent être écrits avant le code, pendant qu'on fait le code, ou après le code. Il n'y a pas de relation d'ordre. D'accord? Les tests boîte blanche, eux, sont écrits à partir du code. Il faut connaître le code. Et le but, c'est en un minimum de tests toujours, hein. Je rappelle, quand on fait des cas de tests, on va écrire le minimum de tests. Donc le but, ça va être d'arriver à couvrir l'ensemble des façons possibles d'exécuter une fonction. Informellement, on verra qu'après, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est arriver à passer à peu près par toutes les branches du code de la fonction. D'accord? Donc ces tests assurent que l'on examine les différents traitements qui peuvent être effectués dans le code. Évidemment, eux, ils ne peuvent être conçus qu'après l'écriture de la fonction. Et effectivement, pour écrire des tests boîte noire, mais c'est un peu la même chose pour écrire du code, il faut avoir un cahier des charges bien propre et bien précis. Alors, écrire des tests boîte noire, première façon de faire, c'est le partitionnement en classes d'équivalence. D'accord? Alors, le problème, je sais, c'est que les classes d'équivalence, je crois que c'est plus au programme de maths, ou si ça l'est, c'est un moment où ceux qui font ici auront abandonné maths. Donc là, on va se placer dans le cas où les paramètres d'une fonction sont indépendants. Quand ils impliquent un résultat un peu, enfin quand ils dépendent les uns des autres, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres systèmes que le partitionnement en classe d'équivalence, mais on ne va pas rentrer dedans. D'accord? Et donc là, pour chaque paramètre, donc ça peut se présenter quand même informellement, hein, on détermine des groupes de valeurs amenant un traitement similaire. Et donc, dans certains cas, on voudrait, tiens, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner un exemple? Voilà, quelque chose qui s'applique à un enfant, à une personne suivant qu'elle est majeure ou mineure, c'est pas la même chose. Et bien, grosso modo, tous les âges de 0 à 18, c'est une classe d'équivalence. Tous les âges 18 et ou plus, c'est une autre classe d'équivalence. D'accord? Donc, c'est bien par rapport au fonctionnement de la fonction. Qu'est-ce qui va, a priori, déterminer des traitements différents d'après le cahier des charges? Et donc, tout ce qui correspond à un même traitement, c'est une classe d'équivalence. Et là-dedans, on va déterminer des classes valides. Donc là, je vous l'ai dit, ce qui est une fonction qui
ferait des choses différemment suivant que la personne est majeure ou mineure. Ce sont deux classes valides avec des traitements différents. Mais il y a aussi des classes invalides. Genre, j'ai rentré un âge négatif. Genre, j'ai rentré un âge qui n'est pas un nombre. D'accord? Donc tout ça, ce sont des classes non valides. Eh bien, c'est important, ça aussi, de le tester. Pourquoi? Parce que, eh bien, la grande majorité des bugs viennent de fonctions utilisées sur des données pour lesquelles elles n'avaient pas été définies. Et donc, il faut tester que quand on est sur ces classes invalides, notre programme ne fait pas n'importe quoi. Il fait remonter une erreur, mais il ne se met pas d'un seul coup à faire n'importe quoi. Et ensuite, une fois que j'ai déterminé toutes ces classes d'équivalence pour chacun des paramètres de ma fonction, je vais générer des cas de test pour chaque classe de chaque paramètre de la façon suivante. Je vais chercher à minimiser le nombre de tests pour les classes valides et isoler les classes invalides. Et donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Je dois écrire une fonction qui prend en paramètre une personne avec un nom, un prénom, un sexe, homme, féminin, non spécifié, un âge, et qui doit renvoyer une phrase de salutation. Donc là, vous voyez, je suppose que le sexe et l'âge ne font pas partie de la classe personne. D'accord? Et puis, la spécification de ma fonction, c'est ma phrase de salutation, elle doit commencer par monsieur, madame, ou éventuellement rien, suivant que le sexe est connu comme masculin, comme féminin, ou s'il est non spécifié. Et puis ensuite, je vais avoir prénom, nom, si l'âge est inférieur à 18, et je vais avoir juste le nom, si l'âge est supérieur ou égal à 18. D'accord? Alors, pour ma classe personne, eh bien, je vais déterminer deux valeurs, enfin deux classes d'équivalence, une pour des personnes, pour des objets personnes. Donc ce sera ce que j'appelle autre ici. Donc je vais nommer PV1 comme personne valide 1. Et je vais avoir une classe spécifique pour non. Qu'est-ce qui se passe si je passe non? J'appelle ça PI1. Bon, au passage, comme on a un Python, je peux passer n'importe quoi. Donc j'aurais pu également mettre une classe PI2 pour je passe un objet qui n'est pas une personne. D'accord? Donc PI1, personne invalide 1. Ensuite, pour le sexe de la personne, eh bien j'ai trois classes valides. D'accord? Là, je suis typiquement sur une énumération. Donc mes classes valides, c'est homme, femme et non spécifié. Et puis après, j'ai non, c'est une classe invalide. Et un autre texte que HF ou NS, ce sera une autre famille une autre classe invalide. Et puis pour les âges, eh bien, je vais avoir un âge compris entre 0 et 18, c'est ma première classe valide, ou l'âge supérieur ou égal à 18, c'est ma deuxième classe valide. Et puis après, je pourrais séparer mes classes invalides en éventuellement un âge négatif, un âge pas entier ou un âge pas un nombre. D'accord? Alors vous allez me dire, et qu'est-ce qu'on fait pour un âge négatif pas entier? Eh bien, on choisit éventuellement de dire soit je le considère avant tout comme un âge négatif, soit avant tout comme un âge pas entier. Voilà, donc là on voit que, eh bien, pour chaque paramètre, j'ai des classes valides, des classes invalides. Et maintenant, je vais générer des cas de test pour mes classes valides. Et mon but, ça va être de prendre un représentant pour chaque classe valide, de chaque paramètre, mais en minimisant le nombre de cas de test que je vais prendre. Donc par exemple, au départ, je vais prendre une personne valide. Donc je vais écrire un cas de test avec une personne qui est correctement spécifiée. Et puis pour le paramètre sexe, eh bien, je vais prendre une classe valide. Donc la première, par exemple, SV1. Et puis pour l'âge, je vais prendre un âge valide, donc AV1. Et ça va me donner un premier cas de test, ici, que je mets là. Donc ici, John Cleese, homme, 12 ans. Et toujours le résultat attendu, Monsieur John Cleese. D'accord? Maintenant, je vais générer un nouveau cas de test tant qu'il me reste des classes valides non testées. Alors pour mes personnes, j'avais qu'une seule classe valide, je rappelle, ici. Donc, eh bien, je vais reprendre une autre personne de la même classe valide
Je ne peux pas aller chercher quelqu'un dans une autre classe valide. Maintenant, pour le sexe, je vais prendre une autre classe valide que celle que j'avais déjà testée. Donc, j'oublie homme, je vais passer à femme. D'accord? Et puis, pour l'âge, je vais prendre une classe valide non testée. Donc, je vais prendre ici un âge supérieur ou égal à 18. Donc ça me donne ici mon deuxième cas de test, ici. Donc, je prends Jacqueline Maillan, femme, 97 ans. Et donc, je m'attends à trouver Madame Maillan. D'accord? Ça, c'est mon deuxième cas de test. Maintenant, je regarde, est-ce qu'il me reste des classes valides non testées? Pour les personnes, j'ai pris un représentant de tout le monde. Oui, tout à fait. Mon but, est-ce que je peux changer plusieurs paramètres à la fois? Oui. Mon but, c'est de faire un minimum de cas de test pour couvrir toutes mes classes valides. Donc, c'est pour ça que là, on voit bien que pour mon deuxième cas de test, j'ai pris un autre représentant d'une classe valide pour le sexe et un représentant d'une autre classe valide pour l'âge. Et là maintenant, je refais le bilan des classes valides qui me restent. Pour la personne, toutes mes classes valides sont testées. Pour le sexe, il me reste une classe valide, c'est la classe 3 ici qui est non testée. Pour l'âge, toutes mes classes valides sont testées. Donc je vais refaire un nouveau cas de test, cette fois-ci, où je prendrai une personne quelconque, un sexe qui sera non spécifié, et pour l'âge, eh bien, je vais prendre soit quelqu'un de mineur, soit quelqu'un de majeur, peu importe. Mais ça me donne ici mon dernier cas de test, ici, donc Pierre Desproges, sexe non spécifié, 81 ans, et du coup, je m'attends à trouver Desproges. D'accord? Et là, j'ai fait le bilan de mes... Non, non, justement, on n'a pas 50... Oui, enfin, dans un cas, on aurait 50 combinaisons possibles, oui, on les fait toutes. Mais 50 combinaisons, ça veut dire que tu as 50 classes valides pour un cas de test. D'accord? Je parle pour des tests pour les classes valides. Oui, j'ai bien dit qu'on était ici, c'est en préambule. Là, ici, dans les cas où les paramètres sont indépendants. D'accord? Voilà, donc là, ça veut dire qu'avec ces 3 cas de test, j'ai pris un élément représentatif de chacun de mes classes d'équivalence, de chacune de mes classes d'équivalence pour chacun de mes paramètres. Maintenant, il va falloir que je fasse pareil pour les classes invalides. Et là, eh bien, pour vérifier que chaque classe invalide est traitée correctement, eh bien, j'imposerai pour chacun de mes cas de test ici que je n'ai qu'une seule classe invalide. Et mon but, ça va être du coup de générer un cas de test pour chaque classe invalide. Donc là, j'ai un cas de test pour une personne invalide, mais il faut que je mette avec un sexe valide et un âge valide. Donc là, vous voyez, j'ai mis non. Il faut que j'ai un cas de test ici pour sexe invalide 1, donc ça c'est au cas où j'ai non ici. Et donc il faut que j'ai une personne valide, un âge valide. J'ai un cas de test pour ma deuxième classe invalide pour le sexe, donc c'est au cas où j'ai une chaîne de caractères qui ne soit pas un sexe valide, ici. Et à nouveau, je dois avoir une personne valide, un âge valide. Après, je dois avoir ici des cas de test pour chacun de mes âges invalides. Donc un âge négatif, un âge qui n'est pas un entier et un âge qui n'est pas un nombre. D'accord? Voilà. Et là, eh bien, je vais considérer qu'avec ces 2, 4, 6, 9 cas de test, eh bien, je teste à peu près tous les cas représentatifs auxquels mon programme est supposé être soumis. D'accord? Alors, à nouveau, on pourrait dire, bah oui, mais bon, peut-être que faire un seul test dans le cas PV1, SV1, AV1, c'est peut-être un peu limite. Oui, on peut se le dire, mais à nouveau, le problème, c'est que ça, c'est juste pour une fonction. Si pour chaque fonction, je multiplie les cas de tests, eh bien, c'est là que je vais avoir, au final, sur un gros programme, des dizaines de millions de cas de tests à exécuter. Et là, ça risque de commencer à être problématique. D'accord? Alors, malgré tout, on sent bien que on est un petit peu léger avec ce partitionnement en classes d'équivalence. Et notamment, il peut se passer des problèmes aux valeurs frontières. Et donc, c'est pour ça que il existe,
toutes les combinaisons pour les cas valides. Non, tu vois, on ne fait pas toutes les combinaisons. On fait vraiment le minimum de combinaisons possible qui permet de tester tous les cas valides. Donc là, par exemple, j'ai pas testé la classe valide 1 pour le sexe avec la classe valide 2 pour l'âge. Du moment que j'ai fait un test pour la classe valide 1 pour le sexe, j'ai fait un test pour la classe valide 2 pour l'âge, ça me suffit. D'accord? L'idée, c'est vraiment de dire, à chaque fois que je dois générer un nouveau cas de test, quand je parle des classes valides, là, eh bien, je choisis si possible des représentants des classes valides non encore testées pour chacun des paramètres. Après, si pour un paramètre, j'ai déjà utilisé toutes mes classes, enfin testé toutes mes classes valides, eh bien là, je repioche dans une classe valide déjà testée. Alors après, donc la version ici étendue aux valeurs frontières, le principe va être suivant. Le suivant, eh bien, pour les types dénombrables, eh bien, quand j'ai une frontière entre deux classes, je vais définir une classe spécifique pour les valeurs frontières. Donc si je prends mon exemple de tout à l'heure, l'âge, on voit bien que j'avais deux classes valides. C'était l'âge compris entre 0,17 et l'âge compris, enfin l'âge supérieur à 18. Et j'avais une classe valide. Ici, si je reste sur les entiers, après j'avais aussi les réels et les non-nombres. C'était moins l'infini moins 1. Et bien, chaque fois que j'ai une frontière, ici ou ici, eh bien, je vais générer des classes spécifiques pour la valeur à gauche, la valeur à droite. Donc ici, ma classe moins l'infini moins 1, je l'éclate en deux classes, moins l'infini moins 2 et la classe moins 1. Pour la classe 0,17, eh bien, je vais générer une classe réduite à 0, la classe 1,16 et une classe réduite à 17. Et pour la classe 18+, eh bien, je vais générer la classe réduite à 18 et la classe ici où j'ai orbite 19 plus l'infini. D'accord? Donc ça me donne la liste de classes d'équivalence, c'est ça, que j'ai en dessous. Et une fois que c'est fait, eh bien, je fais exactement comme ce que je faisais avant sur mon partitionnement classe d'équivalence. Mais comme je dois faire un cas de test pour chaque classe valide, eh bien du coup, je suis sûr que je vais faire un cas de test pour 0, un cas de test pour 17, un cas de test pour 18. Après, j'aurai un cas de test pour 1,16, une valeur quelconque dans 1,16. J'aurai un cas de test pour une valeur quelconque ici dans 19 et jusqu'à plus l'infini. Et puis pour les classes invalides, eh bien j'aurai bien un cas de test pour la valeur frontière moins 1 et un cas de test pour le reste. D'accord? L'intérêt, c'est que ça force ces tests aux valeurs frontières qui sont des zones fréquentes de bugs, parce que c'est là qu'on va mettre un supérieur d'un supérieur ou égal, ou un égal au d'un supérieur strict, etc. D'accord? Alors, pour le langage typé, on ne teste pas les frontières 8 bits, 16 bits, etc. Je vois pas trop ce que tu veux dire. À partir du moment où tu es capable d'avoir des entiers qui font que d'un seul coup tu passes de 8 à 16 bits, c'est ça? Ou ce genre de choses? Bon, quand tu as un langage typé, de toute façon, si tu imposes que ton type c'est un int, tu ne peux pas lui passer un long. D'accord? Tu auras une erreur à la compilation, en général. D'accord? Voilà, après, en Python, effectivement, si tu veux, tu pourrais éventuellement, oui, rajouter des tests, mais faut être clair à ce niveau-là, ouais. Mais là, les valeurs frontières, c'est vraiment sur ces types dénombrables. Et avec une relation d'ordre, évidemment. C'est une frontière entre des classes. Alors, oui, alors. Effectivement, là, j'ai mis plus l'infini moins l'infini. D'accord, c'est ça, en fait, ce que tu veux dire. Du coup, oui, effectivement. Quand je suis sur des int qui vont jusqu'à 2 puissance 31 moins 1, effectivement, en fait, j'ai pas jusqu'à plus l'infini. Je dois gérer une valeur pour max int et puis pour min int. D'accord? Effectivement, vu comme ça, je comprends mieux la question. Donc voilà, ça, c'était les tests boîte noire. Et donc, la notion de classe d'équivalence, même s'il n'est pas vu en maths, hein, vous pouvez faire sentir un petit peu ce que la notion qu'il y a derrière, sous-jacente. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Et même l'extension aux valeurs frontières, ça permettra de bien leur faire comprendre l'importance
de tester ces valeurs-là qui sont des sources fréquences de bugs. Et du coup, eux, ça les aidera peut-être de temps en temps à bien tester les élèves, à ce qu'ils testent bien leur code et à ce qu'ils l'écrivent bien. Parce que souvent, rien que le fait d'écrire les tests, ça implique une plus grande analyse du cahier des charges et du coup une meilleure compréhension et moins d'erreurs dans l'écriture du code derrière. Si c'est la même personne qui écrit les tests et celle qui fait le code. Alors ensuite, les tests boîte blanche. Donc cette fois-ci, j'ai dit, le but c'est de vérifier qu'on passe un peu partout dans le code. Et donc pour ça, il faut disposer du code. D'accord? Alors je vous ai mis un exemple support. Une fonction ici, ordre de t, qui apprend un tableau de 3 éléments. Et puis comparable, d'accord, et qui va renvoyer une chaîne de caractères avec A, B et C. A correspond au plus petit élément, B au moyen et C au plus grand. Donc c'est à dire que si mes caractères, mes éléments du tableau sont dans l'ordre, il doit me renvoyer ABC s'ils sont dans l'ordre croissant. S'ils sont dans l'ordre décroissant, il doit me renvoyer CBA, etc. D'accord? C'est clair le rôle de ordre? Alors, donc là, je vous ai mis un exemple de ordre qui évidemment va pas être bon, hein. Ici où je fais des tests, donc je regarde si t de 0 est plus petit que t de 1 et que t de 1 est plus petit que t de 2, alors j'envoie ABC. D'accord? Si j'ai bien t0 qui est plus petit que 1 et t0 aussi qui est plus petit que 2, donc je sais que le premier est le plus petit, donc j'envoie ACB. Et puis, si le deuxième est plus grand que le premier, mais qu'il est plus petit que le deuxième et que le premier est plus petit que le deuxième, je renvoie BAC. Voilà. Et à la fin, je renvoie résultat. Bon, voici ma fonction ordre. Maintenant, je peux écrire un premier cas de test. Cas 10, 14. Si je fais ce premier cas de test ici, eh bien, je vous ai marqué les lignes par lesquelles je vais passer ici. Donc, je passe, quand j'appelle ma fonction par sa définition, je fais bien résultat égale vide. If t de 0 inférieur à la t de 1, je passe bien par cette ligne-là. Comme le test est vrai, je passe par cette ligne-là. Comme le test est vrai, je passe par cette ligne-là. D'accord? Je sors de mon if, je passe par cette ligne-là. Donc, je suis passé par toutes les lignes marquées ici d'un triangle. Mais voilà, je vois bien que je ne suis pas passé partout. Donc, je vais rajouter un nouveau cas de test ici, 3, 21, 17, et j'attends comme résultat ACB. Donc, j'ai mis dans des cadres gris les endroits par lesquels j'étais déjà passé. Et là, maintenant que j'ai ce cas de test qui passe, j'ai bien T0 qui est inférieur à T de 1, donc je rentre dans le if ici. J'exécute if T de 1 est inférieur à la T de 2. Est-ce que 21 est inférieur à 17? Non. Donc je passe dans le elif ici. Est-ce que T de 0 est inférieur à T de 2? Oui. Donc je passe par cette chaîne-là. Et donc je sors de mon if et je fais ici. Donc là, je suis passé par 2 lignes supplémentaires. D'accord? Et puis maintenant, je vais faire le cas de test suivant, 12, 0, 100. Donc cette fois-ci, T de 0 inférieur ou égal à T de 1, c'est faux. Donc je passe ici. T de 1 inférieur ou égal à T de 2, c'est vrai. 0 est bien plus petit que 100. T de 0 inférieur à T de 2, c'est vrai. 12 est bien plus petit que 100. Donc, je fais résultat égal bac. Je suis passé par cette ligne-là. Et donc, avec ces 3 cas de test, on voit bien que je suis passé par toutes les lignes de ma fonction. D'accord? Et pourtant, est-ce que ça veut dire que mon programme est correct? Qu'est-ce que donne mon programme sur 45, 32, 10? Eh bien, est-ce que, pardon, voilà. Est-ce que T de 0 est inférieur à la T de 1? Non. D'accord? Donc je passe ici. Est-ce que T de 1 est inférieur à la T de 2? Non. Donc je ne fais pas ça, je renvoie résultat. Donc je renvoie la chaîne vide, alors que je devrais renvoyer CBA. Oui. Ah oui, non, mais j'ai modifié mon code entre temps d'ailleurs, ouais. Oui, mais effectivement, j'ai un souci d'orientation. Je suis d'accord, mon dernier if aurait dû être décalé à gauche. Il correspondait au premier if.
Bref, on voit bien ici que j'ai beau avoir couvert toutes mes instructions, eh bien, mon programme reste erroné. Alors là, ce que j'ai fait, c'est de la couverture des instructions. On voit bien que bon, c'est quand même un début, mais c'est pas suffisant. On peut améliorer les choses en faisant de la couverture des décisions. La couverture des décisions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour chaque test, je m'assure de passer par la branche alors et par la branche sinon. Et ça, c'était notamment un problème ici, si je reviens sur mon programme, c'est que là, j'avais un elif sans else. Ce qui veut dire que dans le else, j'ai le droit d'avoir un elif sans else, hein, mais j'ai un cas else qui n'introduit pas d'instruction. Et donc, en ne faisant qu'une couverture des instructions, je ne vais pas chercher à vérifier ces cas-là. D'accord? Donc le mieux, c'est déjà, ce qui est mieux que de faire une couverture des instructions, c'est de faire une couverture des décisions. Et donc là, si je reprends le programme qui est là, eh bien, je rajoute le cas de test suivant, 15, 10, 13. Là, j'attends qu'en résultat C à B. Cette fois-ci, j'ai bien couvert aussi mes if sans else. Normalement, ici, j'avais un... Alors, je sais plus où, quelque part, j'avais un if sans else. Mais comme si j'ai mal indenté, que je vois ça. Et malgré tout, ça ne garantira pas que j'ai quelque chose de correct. D'accord? J'aurai toujours des cas à travers lesquels je risque de passer. Mais c'est toujours mieux. Alors après, il y a d'autres systèmes qui existent encore. C'est par exemple la couverture des décisions multiples. La couverture des décisions multiples, elle dit quoi? Elle dit que pour chaque condition, je vais générer un cas par raison de choisir une branche. Donc si je prends mon cas de test ici, if t2 inférieur ou égal à t de 2 et t2 inférieur ou égal à t de 2, ici, eh bien, j'ai qu'un seul cas de passer dans la branche alors, c'est t2 est inférieur ou égal à t de 2 et t2 est inférieur ou égal à t de 2, mais j'ai deux raisons qui peuvent me faire passer dans la branche sinon, c'est t2 est supérieur à t2, du coup, hop, je m'arrête ici, mon test est faux, et je passe dans la branche sinon, ou alors, ça avait réussi, donc t2 est inférieur à t2, mais cette partie-là a échoué, donc t2 est supérieur à t2. Et donc, quand je vais faire une couverture des décisions multiples, il faudra que je génère un cas de test qui correspond à ça, un cas de test qui correspond à ça, et un cas de test qui correspond à ça. D'accord? Ça, c'est la couverture des décisions multiples. Oui, effectivement, les tests boîte blanche permettent plus de tester la logique du programme. Alors, maintenant, mais vous allez me dire, mais finalement, c'est bien beau, j'ai créé mes 4 tests pour faire ça, mais qu'est-ce qui me garantit que j'ai bien obtenu la couverture qui m'intéresse? Eh bien, il y a un outil très intéressant qui existe, qui s'appelle Coverage, et qui permet de faire ça. Alors, effectivement, ouais, la logique, je pense qu'il faut arriver à la caser quelque part en se mettant d'accord entre SNT, maths, NSI, mais je pense que c'est pas mal de faire un peu de base de logique, au moins logique des propositions. Et voir les opérateurs et ou non, c'est au moins la base, je pense. Donc Coverage, c'est un outil qui vous permet d'analyser la couverture des instructions ou la couverture des décisions faites par vos tests sur vos codes. Donc la couverture des instructions, elle se fait en lançant Coverage ici. Avec ici, je vous ai mis les paramètres. Alors, je ne sais pas pourquoi. Avant, il n'y avait pas besoin de mettre le tiret source égale point. Et ça me faisait juste les tests du répertoire. Enfin, ça m'exécutait juste les tests du répertoire courant et ça n'analysait que la couverture de ces tests-là. Et puis, la dernière version là, que j'ai installée la semaine dernière, et ben, si je ne mets pas ça, dans les résultats des tests, il me met aussi tous les tests depuis la racine de mon système. Bon, c'est bizarre. Donc, couverture des instructions, vous exécutez coverage en mettant ici donc PyTest, enfin -m PyTest et puis votre fichier de test. Je voulais la couverture que par un seul fichier. D'accord? Et puis, si vous voulez avoir une couverture des décisions,
vous mettez un --branch ici entre le ren-source et le -m pytest. Et après, donc ça vous exécute les tests et ça stocke dans une base au format SQLi 3 ici les résultats. Alors d'ailleurs, ça peut vous faire une base sur laquelle faire travailler vos élèves si vous voulez, même si c'est peut-être un peu compliqué. Et après, si vous voulez avoir un rapport de test, vous pouvez avoir le rapport soit au format texte, en faisant coverage report-m, soit en version HTML, en faisant coverage HTML. À ce moment-là, ça vous crée des fichiers HTML dans un répertoire HTML-cov. Et pour voir le résultat, vous faites Firefox html-cov/index.html. Alors à quoi ça ressemble les résultats de coverage? Eh bien à la chose suivante. Donc on prend la fonction ordre que je vous avais mis sur le transparent 30, d'accord? Et j'écris ici ma fonction, mon premier cas de test ici, où je teste sur 4, 10, 16, d'accord? Et là, j'exécute PyTest, donc coverage run-source égale .m PyTest, coverage report-m, et voilà ce que me dit PyTest. Il me dit bon que déjà ici sur mon fichier de test, j'ai exécuté tous les tests. Bon, ça c'est enfin, toutes les lignes de code. Ça c'est pas très intéressant. Hein. Mais surtout, il me dit que sur mon fichier ord.py ici, il contenait 10 instructions. Il y en a 4 que j'ai pas exécutées. Ça veut dire que j'ai couvert 60% de mes instructions et que j'ai loupé les lignes 6, 7, 8, 9. D'accord? L'idée c'est de PyTest, c'est de vérifier ce que tu testes, enfin ce que tu couvres via tes tests. Donc a priori, c'est plutôt sur des tests que tu vas l'utiliser. Alors effectivement, tu peux faire un PyTest sur un main et pour vérifier que ton main il passe bien un peu partout dans ton programme, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord? Et si on demande le rapport en HTML, eh bien on a la chose suivante. Alors par défaut, vous n'avez pas les couleurs, mais vous cliquez sur les boutons qu'il y a en haut à droite, je crois, et vous avez les couleurs qui apparaissent. Donc on voit ici en vert les lignes par lesquelles je suis passé, et en rouge les lignes par lesquelles je ne suis pas passé. D'accord? Donc c'est un bon moyen de juger un petit peu de la pertinence de nos tests. Alors après, si je veux la couverture des décisions, donc j'exécute ici coverage avec le paramètre ici --branch, d'accord? Si je demande mon rapport en mode texte, eh bien je vais avoir cette chose suivante. Donc il va me dire que j'avais 10 instructions, j'en ai loupé 4. Et j'avais 8 branches. Et j'en ai testé que, enfin il y en a 2 que j'ai testé que partiellement ici. Et ici il vous dit donc que j'ai pas testé les lignes 6 à 9, mais que j'ai pas testé le cas où je passe de la ligne 3 directement à la ligne 8, ni le cas où je passe de la ligne 4 directement à la ligne 6. Donc ça c'est si mon premier test donnait faux. À la ligne 3 du coup je passais pas à la ligne 4, donc au then je passais au else qui était à la ligne 8. Et ça c'est si mon deuxième test donnait faux. Au lieu de passer de la ligne 4 à la ligne 5, je dois passer de la ligne 4 à la ligne 6, et bien ça n'a pas été testé. D'accord? Et à nouveau, ça on peut l'avoir de manière un peu plus jolie en HTML. Et cette fois-ci, on va avoir en vert les lignes par lesquelles je suis passé, en rouge les lignes par lesquelles je ne suis pas passé, et en jaune ici les 4 tests qui ont été testés, enfin les branchements dont seule une des branches a été testée. Et ici en commentaire, on voit bien que le passage de 3 à 8 n'a pas été testé, donc le if qui m'amènerait au else if. Et là, le passage de 4 à 6, donc le if qui m'amènerait au if qui est là, n'a pas été testé non plus. D'accord? Alors sous Jupyter, j'ai pas du tout testé. Je sais pas si on peut faire un coverage sous Jupyter. Et après, s'il y en a qui, à l'occasion, veulent tester, donner des nouvelles aux autres, ça peut être une bonne idée. Alors maintenant, ici, si je rajoute un deuxième cas de test ici, qui fait que ce if là, cette fois-ci, je fais un cas où il est faux, d'accord? Ici, 12, 0, ça fait bien un taux de 0 qui est strictement supérieur à T de 1.
eh bien cette ligne-là passe en vert, parce que j'ai testé les deux branches. Celle-là reste en jaune, parce que j'ai toujours testé que le I, then, j'ai pas testé le else. Et là, du coup, cette ligne-là qui avant était rouge parce que j'y passais pas, devient jaune parce que je teste bien le cas où c'est vrai et je passe ici, mais je ne teste pas les cas où c'est faux et où du coup je passerai directement ici. D'accord? Voilà, fin de cette partie écriture des tests boîte noire, écriture des tests boîte blanche. Alors dans l'idéal, hein, ce qui est pas mal, c'est de faire les deux. Écriture boîte noire, écriture boîte blanche. L'écriture boîte noire, donc je redis, elle peut être faite dès le cahier des charges, avant d'écrire les tests, éventuellement par d'autres élèves. Et c'est vrai qu'on peut faire, je sais plus, je crois que c'est Guillaume qui en parlait un petit peu avant, un TP où il y a des élèves qui créent des cas de tests et d'autres qui écrivent les fonctions. Et puis on fait même le code. Et on fait ça sur deux fonctions en croisant. Et après on fait exécuter dans l'autre sens. Et après, je vous ai dit, quelque chose qui est important quand on écrit des cas de test, c'est de se mettre dans la philosophie je cherche à piéger. Et c'est vrai que souvent, on n'aime pas se piéger soi-même, on n'aime pas montrer qu'on a mal écrit un code. Donc on va être biaisé quand on écrit des cas de test à tester que ce qui marche. Mais si on sait qu'on écrit des cas de test pour quelqu'un d'autre, là forcément on a envie de les piéger. Hein. Donc on va être beaucoup plus retors, on va aller chercher des trucs beaucoup plus compliqués pour tester. Et là, il y a une métaphore que je sors souvent, c'est la métaphore des tours en Kapla. Donc vous avez deux enfants, un petit, on va dire, qui a 5 ans, bon allez, 3 ans, et qui est en train de faire une tour en Kapla, et un grand, bon, qui a plus trop envie, non, le petit, non, c'est plus drôle. C'est celui de 5 ans qui a une tour en Kapla, et celui de 3 ans, il voit son frère qui fait cette grosse tour, évidemment. Celui qui a fait la grande tour, il a tout sauf envie de la détruire. D'accord? Mais le petit qui arrive à côté, il rêve que d'un truc, c'est donner un gros coup de pied dedans et voir tout se casser la figure. C'est drôle. D'accord? On aime bien détruire ce que les autres mettent du temps à construire. Et d'ailleurs, après, ça marche dans l'autre sens. Hein. Vous avez le petit de 3 ans qui fait sa tour en Capla, ou il y a celui de 5 ans qui fait sa tour en Capla. Arrive le grand de 8 ans qui joue plus trop au Capla, malgré tout, il a qu'un seul rêve, c'est de casser sa tour en Capla. D'accord? Donc, la nature humaine est faite comme ça. Ce qu'on a construit, on n'aime pas le détruire. Mais ce que les autres font, on aime bien. C'est aussi ce qui se passe quand vous achetez un appartement qui est occupé par de précédents locataires. Vous rêvez que d'une chose, c'est de changer cet horrible papier peint qui a 10 ans. D'accord? C'est quelqu'un d'autre qui avait fait le papier peint. Vous arrivez, vous avez envie de détruire ce papier peint pour mettre le vôtre. Et puis après, vous habitez dans votre logement 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au bout de 20 ans, votre papier peint, il est bien plus moche que celui qu'il y avait quand vous étiez arrivé qui n'avait que 10 ans. Mais vous n'avez toujours pas le courage de le changer. D'accord? Voilà, donc je rigole en voyant ce qu'il met dans le forum. C'est pour ça que ça peut être pas mal, au moins dans un premier temps, de faire écrire des tests aux autres, parce qu'ils vont aller chercher la petite bête. Et une fois qu'ils auront bien compris ça, eh bien, il faut leur faire comprendre qu'aller chercher la petite bête dans leur code, c'est constructif parce que ça va les amener à écrire un meilleur code. D'accord? Le but pour eux, c'est pas de faire croire que leur programme est correct, c'est d'écrire un programme correct. D'accord? Et donc, en écrivant des cas de tests compliqués qui vont amener à trouver des bugs dans notre programme, c'est comme ça qu'on va corriger notre programme, l'améliorer et que notre programme va devenir meilleur. D'accord? Donc voilà pour ce qui était des tests boîte noire, tests boîte blanche. Alors, on va passer maintenant à une autre partie qui est le TDD, ou Test Driven Development. Donc le Test Driven Development, c'est un processus de développement qui va consister à écrire les cas de test avant d'écrire le code qui y répond, mais on écrit les cas de test un par un, et chaque fois que on a écrit un cas de test,
derrière, on corrige le code pour qu'il réponde au cas de test. Mais attention, il faut faire au niveau du code la plus petite modification possible qui permette de répondre au cas de test. D'accord? Et à chaque fois, évidemment, on réexécute tous les cas de test qu'on avait déjà écrits. Et puis, quand tous les cas de test passent, eh bien, on génère un nouveau cas de test. D'accord? Alors ça, si on le fait tel quel, ça va mener à un code catastrophique. C'est un code qui va être fait de if dans tous les sens, plein de cas particuliers, et donc c'est pas gérable comme ça. Donc c'est pour ça que le processus DD, c'est le suivant. Je conçois un nouveau cas de test, je développe le code répondant au nouveau cas de test, j'exécute le jeu de test. Je regarde si tous mes tests, y compris ceux qui avaient été écrits précédemment, passent. Tant que ce n'est pas le cas, je corrige le programme. D'accord? À partir du moment où mon programme passe, eh bien c'est là que je me pose la question, est-ce que je peux améliorer mon code? Et ça, c'est la partie qui est un petit peu compliquée, notamment pour des élèves qui n'ont pas beaucoup de recul. C'est qu'est-ce que c'est qu'un code qui n'est pas joli, comment je peux l'améliorer, le rendre plus clair, etc. C'est pour ça que le TDD, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire avec des gens qui débutent en développement. Mais on peut peut-être petit à petit introduire certains critères qui permettent de s'en rendre compte. Et si on se rend compte qu'il y a une façon d'améliorer le code, tiens, en disant oh, j'ai deux morceaux identiques, peut-être que je pourrais introduire une fonction. Ça peut être aussi oh tiens, ma variable, la langue qui est vraiment pas claire, je vais lui donner un nom plus clair. Une fois que j'ai identifié ça, je corrige mon code pour l'améliorer et je réexécute mes jeux de test, d'accord? Et tout simplement, eh bien, du coup, c'est-à-dire que mes jeux de test, ils servent de garde-fou. Peut-être que mon amélioration de programme ici, elle va faire planter mes jeux de test. Bon, bah, c'est que mon amélioration n'était pas bonne. À ce moment-là, je peux soit dire, ah bah, je la corrige, soit dire, bah, finalement, je reviens à mon cas d'avant, c'est que ce que je voulais faire, c'est pas possible. D'accord? Mais voilà, j'ajoute mes tests et je me pose la question de la réussite totale. À nouveau, de tous mes cas de test. Et donc, du coup, quand j'ai ce garde-fou, quand j'améliore mon code sur tous les tests que j'avais écrits avant, eh bien, je vais moins hésiter à modifier mon code. Un gros problème qu'ont les gens qui travaillent sur du code ancien, c'est ce qu'on appelle le problème de code legacy, donc code dont on hérite, du code qui fonctionne depuis 50 ans, qu'on n'ose pas toucher. Et vous avez beaucoup de banques qui fonctionnent encore avec du code comme ça, du code qui a été écrit il y a dans les années 70, d'accord, en comment ça s'appelle, le nom m'échappe, voilà, merci Fabrice, en COBOL, et on n'y touche pas, ça marche. Comment on ne sait pas, mais ça marche, et donc il ne faut pas y toucher, d'accord? Et c'est vrai que quand on écrit du code comme ça, avec des cas de test bien écrits, eh bien on peut essayer d'y toucher. On sait qu'on exécute nos cas de test, ça passe pas, et donc on hésite moins à modifier, et du coup on améliore plus, et on gagne du temps, parce qu'au lieu, quand on veut vraiment améliorer, de passer 10 heures à se poser la question pour valider l'amélioration, c'est bon, bah allez, je tente mon amélioration, ça passe, c'est bon, et hop, je passe à la suite. D'accord? Et donc après, je boucle là-dessus. Une fois que j'ai amélioré mon code, je me repose et que tous mes cas de test passent, je me repose la question, est-ce que je peux pas encore chercher à améliorer, etc., etc., jusqu'à avoir un code qui semble pas mal, et à ce moment-là, je passe à un nouveau cas de test. Et au passage, quand je pars de code legacy, là actuellement, on a un stagiaire de licence qui bosse dans une société d'assurance que je ne nommerai pas, et il tombe effectivement sur du code avec des commentaires qui montrent que le code a été écrit il y a 50 ans. D'accord? En tout cas, il y a plus de 40 ans parce qu'il est daté des années 70 et quelques. Et évidemment, on n'ose pas toucher à ce code-là, et pourtant, il se rend bien compte que le code, il est très très mal écrit. D'accord? Alors, là, je vais vous faire un petit exemple de mise en œuvre du TDD sur un problème que j'appelle le problème du triangle, qui est tiré d'un livre dont je vous conseille la lecture, d'autant plus qu'il est accessible gratuitement sur Internet, qui s'appelle The Art of Software Testing. D'accord?
Je rajouterai peut-être le lien sur le PDF du livre sur la page du cours quand j'aurai retrouvé. Je dirais que j'aurais pu le mettre, j'ai pas mis. Donc le problème est le suivant. Écrire un programme, donc je précise en Python, qui demande à l'utilisateur de rentrer 3 données, qu'on appellera des entiers, correspondant aux longueurs des côtés d'un triangle. Et le programme doit alors préciser si le triangle est équilatéral, isocèle ou scalène. Et effectivement, scalène. Alors scalène, c'est pas tout à fait quelconque, c'est pas équilatéral ni isocèle, mais il peut être rectangle éventuellement. Mais effectivement, c'est un mot moi que j'ai découvert quand j'ai lu ça. Et donc, voilà, faut écrire ça. Alors c'est marrant, c'est que ce programme-là, à une époque, je faisais un cours sur le test à Bac+5 et à Bac+5 en informatique, donc des élèves qui étaient tous passés par une terminale S, hein, ah bah, un triangle équilatéral ou isocèle, ils savaient même plus ce que c'était. Hein. Bref, je vais écrire au début une fonction type triangle, ici, qui ne fait rien. Mais ça me permet d'avoir un code qui marche. Def type triangle, côté 1, côté 3, passe. Voilà. Et puis, après, j'écris mon premier cas de test dans mon fichier test triangle.py. Donc, je rappelle, tous mes tests sont écrits en PyTest. Hein. Donc, j'ai mes données d'entrée. Côté 1, c'est la chaîne 2. Côté 2, c'est 3. Côté 3, c'est 3. Le résultat attendu, c'est scalène. Je stocke ici mon résultat effectif en appelant type triangle. Et je fais mon assert. D'accord? Bon, j'exécute mes tests et j'obtiens ici un fail, un échec, d'accord? Avec ici assertion error. J'attendais scalène et j'obtiens none. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la plus petite modification de code qui permet que mon cas de test passe. Eh bien, la plus petite modification de code en question, c'est faire tout simplement return scalène. D'accord? Et maintenant, si j'exécute mes tests, alors je ne sais plus si je vous l'ai mis, non. J'exécute mes tests et mon unique test est réussi. D'accord? Et franchement, mon programme, là, je vois pas comment l'améliorer. Il est très clair, très simple. Donc, je passe à la définition d'un nouveau cas de test. Donc, je passe à mon nouveau cas de test. J'essaie avec Toto 3, 4. Et là, je m'attends à avoir une exception de type type error. Alors, je rappelle, en PyTest, on peut tester la survenue d'exception avec un with pytest.raise et entre parenthèses le type de l'exception. Donc là, c'est une type error. Donc, je m'attends à avoir ça. D'accord? Donc, pour le fonction de PyTest, je vous rappelle que je vous l'avais un petit peu présenté dans le cas du DU. Donc, évidemment, là, mon premier cas de test réussi, mon deuxième rate. Je vais corriger mon programme de façon à corriger ce cas de test, mais sans invalider l'ancien cas de test. Donc là, je vais vérifier que côté 1, c'est bien un int. Si ce n'est pas le cas, je lève une type error, ici, enfin, ou type error, avec un message un côté doit être un entier. Et puis, si c'est bien entier, je retourne scalène. J'exécute mes cas de test. Mes deux cas de test passent. D'accord? Mon programme me paraît pas si mal. Je vais passer à un nouveau cas de test. Maintenant, c'est pareil, je vais regarder ce qui se passe si je mets un nombre négatif. Vous voyez que là, je commence à me débarrasser d'ailleurs des cas qui est j'ai pas rentré les bonnes données. Évidemment, bah là, ça rate parce que ça m'a pas levé d'exception puisque je vérifiais que c'était un int. Bon, ça, c'est bien un int. Donc, je vais modifier ici mon programme et en vérifiant si mon nombre est négatif, eh bien, j'élève une exception ici que j'attends un nombre strictement positif. Et à nouveau, cette fois-ci, mes 3 cas de test passent. D'accord? Je teste avec un deuxième argument négatif. J'essaye pour côté 2 ici. Eh bien, comme ma vérification, je l'ai faite que pour côté 1, j'ai exactement le même problème pour côté 2 ici. Donc là, mon cas de test échoue. Ça ne me lève pas une exception, puisque je ne vérifie pas côté 2.
ça me renvoie scalen. D'accord? Donc, je modifie mon programme. Alors, j'ai gagné un petit peu de temps ici. Hein, je suppose que sur côté 2, j'ai fait un petit peu la même chose. Et voilà mon programme qui vérifie pour côté 1 que c'est bien un entier positif et qui vérifie pour côté 2 que c'est bien un entier positif. Alors pourquoi? Eh bien, vérifier que mes côtés sont bien des entiers. Parce que je dis que je demande à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, comment je contrôle ce qu'il saisit? Avec un input. Un input, ça m'envoie une chaîne de caractères. Donc a priori, moi je prends les données d'utilisateur, donc je prends bien des chaînes de caractères. Donc mon programme dans son ensemble, il fonctionnera sur des chaînes de caractères. Mais effectivement, maintenant tu vas voir qu'on va essayer d'améliorer un petit peu les choses. Parce que là, quand même, je vous ai dit, à chaque fois que tous mes cas de test passent, eh bien, je dois me poser la question, est-ce que mon programme me plaît? Et là, est-ce que ça vous plaît, ça, comme programme? Eh ben, on a quand même l'impression d'avoir écrit 2 fois la même chose. D'accord? Et on n'aime pas écrire 2 fois la même chose. Du coup, eh bien, je vais faire une refactorisation. Donc, je vais réécrire mon programme. Et pour ça, je vais écrire une fonction, que je vais appeler converti longueur si valide, qui prend un côté sous la forme de chaîne de caractères, qui me vérifie que mon côté c'est bien une chaîne de caractères. Et cette fonction-là, du coup, je vais l'appeler 3 fois dans type triangle. Et au passage, c'est pareil, j'ai gagné un petit peu de temps, d'accord? J'ai transformé mon inférieur en inférieur ou égal, et je l'ai aussi appliqué pour côté 3. D'accord? Mais dans l'idéal, alors si c'est des choses qu'on peut s'autoriser quand même quand on fait du TDD, c'est certaines fois quand c'est évident à gagner un petit peu de temps comme ça. D'accord? Donc là, j'ai quand même quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Par contre, j'ai introduit une nouvelle fonction. Donc normalement, il faut que je refactorise mes cas de test. Il faudrait que j'ai des cas de test pour type triangle et des cas de test spécifiques pour convertir longueur si valide. D'accord? Alors, mes cas de test refactorisés, ça donne la chose suivante. Donc en fait, au niveau de type triangle, je vais tester toujours mon triangle correct de 3, 4 ici. Et je vais tester un cas ici où j'ai un côté qui est une chaîne de caractères, un cas où j'ai un côté qui est négatif, un cas où j'ai un côté qui est nul, mais je mets ça pour des côtés différents. Donc je ne suis pas très exhaustif là, mais par contre, j'ai rajouté des tests pour convertir longueur si valide, qui me permettent de vérifier que convertir longueur si valide, eh bien, ça marche pour un nombre, que ça me lève bien la bonne exception pour une chaîne de caractères, ça me donne bien la bonne exception pour un nombre négatif, ça me donne la bonne exception pour un côté nul, d'accord, puisque je veux des nombres strictement positifs, et au passage, ça me donne aussi une exception correcte pour un non, d'accord? Donc, j'ai aussi refactorisé mes cas de test, ce qui veut dire que finalement, j'ai pas besoin, au niveau de côté 1, côté 2, côté 3, de vérifier pour chacun s'il est nul, qu'il n'est pas nul, qu'il n'est pas négatif et que c'est bien entier. D'accord? Par contre, le fait quand même de tester au moins côté 1 avec une valeur invalide, au moins côté 2 avec une valeur invalide, au moins côté 3 avec une valeur invalide, ça laisse supposer que je suis bien passé par ma fonction convertie longueur si valide pour chacun de mes côtés. D'accord? Voilà. Et là, j'ai quand même un programme qui est mieux. Donc maintenant, je vais passer à un nouveau cas de test. Je mets un triangle équilatéral. Il est évident que, eh bien, ma fonction type triangle, ici, comme elle renvoie scalen, eh bien, je vais avoir un échec de mon cas de test. Donc, je corrige. Alors, je corrige et je vais dire tout simplement, si C1 égale C2 et que C2 égale C3, c'est équilatéral. Sinon, c'est scalen. D'accord? Avec toujours la vérification que j'avais avant. Alors maintenant, ici, quand je regarde ce code-là, je peux me poser la question, est-ce qu'il me plaît? Alors, il y a effectivement déjà un problème, ce sont les deux returns. On
y reviendra. Oui, je sais plus si. Oui, j'ai mis. Et il y a un autre problème, c'est que j'ai un if ici qui est fait de deux éléments. Et dès qu'un if, il contient un opérateur logique qui fait que j'ai deux expressions logiques, ça rend le code un petit peu compliqué. Surtout, imaginez que j'ai un autre là-dedans, ou j'ai un AND et un OR. Et donc, plutôt que de laisser ça, eh bien, j'ai envie d'introduire une fonction qui donnera un nom clair à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un triangle équilatéral. Et donc, je vais définir une fonction est équilatérale, qui, elle, travaille évidemment sur des côtés qui sont des entiers. Donc c'est C1 égale C2 et C2 égale C3. Et donc là, je transforme ma fonction en if est équilatéral, return équilatéral, sinon return scalene. Donc l'avantage de faire ça, c'est que maintenant, quand je lis ma fonction type triangle ici, j'ai plus à me poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral. Je dis juste si j'ai un triangle équilatéral, alors je dis qu'il est équilatéral. Et c'est quand je regarde la définition de est équilatéral que je réfléchis à mais qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral. D'accord? Donc ça simplifie la relecture de mon code. D'accord? Maintenant, j'ai encore un autre problème, c'est que finalement, type triangle, ici, elle fait deux choses. Elle convertit mes chaînes en nombres, enfin, elle vérifie que j'ai des côtés valides, et après, elle me détermine le type d'un triangle. Et donc, du coup, ça, je la scinde en deux fonctions. Une fonction qui me vérifie ici la validité des données que je rentre, et une deuxième fonction ici qui ne travaille plus que sur des données numériques. Donc pour revenir à la question de Dominique tout à l'heure, ma fonction qui ne prend que des nombres, maintenant ça y est, je l'ai, c'est celle-là. C'est type triangle num. D'accord? Et ça veut dire, imaginez que vous définissiez un module, vous pourriez très bien mettre cette fonction-là, et elle, vous l'utilisez dans le module parce que vous savez très bien ce que vous validez, enfin ce que vous manipulez, et vous savez que là, vous passez bien des entiers strictement positifs, mais que ce que vous fournissez à l'extérieur, c'est cette fonction-là, pour forcer les gens à passer par cette fonction-là, qui commence par vérifier la validité des données. D'accord? Mais voilà, une fonction, ça n'a qu'un seul rôle. Ma précédente fonction type triangle, qui était celle-là, elle faisait un petit peu deux choses. La validation des données et ensuite la détermination du type de triangle. Et bien là, j'ai refactorisé ça en deux fonctions, la validation des données, la détermination du type de triangle. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Après, j'ai le problème des triangles isocèles. Alors, triangle isocèle, le problème, c'est que si je mets 3, 3, 4 ici, je vais modifier mon programme pour faire un, dans mes if ici, if C1 égale C2, enfin, après mon if ici, j'aurai un else C1 égale C2, return isocèle, et puis sinon return scalene. Et puis après, quand je mets un triangle isocèle où c'est C2 et C3, mon cas de test deviendrait C1 égale C2 ou C2 égale C3. Et puis quand je mets ici le cas de test 15, 20, 15, ça deviendrait C1 égale C2 ou C2 égale C3 ou C1 égale C3. D'accord? Bref, tout ça pour dire que, comme j'ai une condition ici un peu compliquée, c'est pareil, je vais définir une fonction que j'ai appelée est isocèle si non équilatéral, d'accord, qui vérifie C1 égale C2, or C2 égale C3, or C1 égale C3. Ça, c'est pour bien insister que ici, l'ordre de mes tests a un sens. D'accord? Alors maintenant, mon problème, c'est que mes fonctions, toutes les fonctions que j'ai mises là, j'en ai plein qui prennent 3 paramètres. Et donc finalement, c'est un petit peu lourd, ce travail des 3 paramètres. Et en général, on considère qu'une fonction à 0 ou 1 paramètre, c'est très bien. 2 paramètres, c'est limite. Et au-delà, c'est trop. D'accord? Et donc, ça veut dire que, comment je fais? Parce que j'ai bien besoin de passer mes 3 paramètres ici. Alors, on pourrait dire, oui, je passe par un tableau. Certes. Mais peut-être que tout simplement, on pourrait dire, là, c'est quoi ces 3 paramètres? C'est un triangle. Et donc, je vais définir une classe triangle. Une classe triangle
qui sera représenté ici par des côtés, qui seront mes entiers, d'accord. Du coup, j'aurai une méthode type, qui me détermine si mon triangle est équilatéral ou isocèle. Type, elle n'a pas besoin de prendre des côtés, puisque ce sont des variables d'instance. Et c'est pareil, est équilatéral. J'ai plus besoin de lui passer mes côtés, puisque ce sont des variables d'instance. Donc je peux y accéder directement dans équilatéral. De même, dans est isocèle, je peux accéder directement ici à mes côtés. D'accord? Donc on voit bien que ma classe triangle ici, eh bien type est équilatéral est isocèle. Maintenant, ce sont des méthodes avec 0 paramètres, au lieu d'être mes fonctions à 3 paramètres. Et puis évidemment, et en plus de ça, eh bien je vais avoir ma fonction type triangle ici, qui vérifie que mes côtés sont valides. Et si c'est le cas, elles m'ont construit un triangle, ici, et elle appelle la méthode type sur triangle. Et converti longueur si valide, ça c'est aussi une fonction, d'accord? C'est pas une méthode, puisqu'elle ne s'applique pas au triangle, elle s'applique ici, enfin elle prend en paramètre mes données. Donc je vais avoir ces deux fonctions-là, et je vais avoir ma classe type triangle ici. Ce qui veut dire que, mis à part type triangle, là j'ai pas le choix, je suis bien obligé d'avoir mes 3 paramètres. Eh bien, j'ai plus de fonctions à 3 paramètres. D'accord? Et vous voyez que, en fait, en faisant du TDD, en faisant ce refactoring progressif, eh bien, j'ai fait émerger le besoin d'une classe. Et c'est comme ça une façon qu'on peut avoir pour se rendre compte qu'une classe est nécessaire. Alors maintenant, reste le problème des non-triangles. Alors ça, il y a certains élèves qui ont un peu du mal à s'en rendre compte. Mais voilà. Essayez de construire un triangle avec les côtés 2, 3 et 6. Il est clair que c'est impossible. D'accord? Je rappelle le principe de l'inégalité triangulaire qui dit que dans un triangle non dégénéré, la somme de deux côtés est strictement supérieure à la somme du troisième côté. Alors là, 2 plus 3, ça fait 5. Donc si j'ai un triangle qui fait 6 en bas, et que je mets un côté de 2 et là un côté de 3, je ne pourrais pas arriver à joindre les deux bouts. D'accord? Donc ça devrait me lever une exception du type, par exemple, non triangle error. Donc ça, c'est des exceptions que je définis moi. Hein. Donc ça veut dire que je vais renvoyer ici, je dois définir une classe non triangle error. Alors bon, on n'est pas obligé de passer par une classe qu'on définit soi-même. Hein. C'est pas grave. Et puis, ici, je vais faire is self.côté 3 supérieur à self.côté 1 plus self.côté 2. Donc si un côté est plus grand que la somme des deux autres, c'est que c'est un non-triangle. Donc je vais rajouter ça dans type ici. Le problème, c'est que avec 2, 10, 4, c'est la même chose. J'ai un côté de 10 ici, un côté de 2, un côté de 4. C'est pas un triangle. Bah oui, mais là, dans mes tests, je faisais que côté 3 supérieur ou égal à côté 1 plus côté 2. Donc il faudra peut-être que je rajoute ou côté 2 supérieur ou égal à côté 1 plus côté 3. Ou côté 1 supérieur ou égal à côté 1 plus côté 3. Bref. D'accord? Donc là, j'ajoute mon deuxième test. Ça commence à faire du test quand même qui est bien compliqué. Eh bien, donc déjà, je peux passer quand même par cette fonction-là pour à nouveau éviter d'avoir un cas de test, enfin une condition ici d'un if trop compliqué. Mais ça, je me dis, mais est-ce que je peux pas faire mieux? Alors, on fait coup de fil à un ami ou à un prof de maths. Hein, on a plein de profs de maths ici. Comment je pourrais faire pour éviter de faire ces 3 tests? Je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, ça simplifierait l'écriture du code. Max supérieur à la somme, c'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre le plus grand côté et on va vérifier qu'il est supérieur à la somme des deux plus petits. Et si c'est le cas, eh bien, ce sera suffisant. Tiens d'ailleurs, oh oui, je n'ai pas fait ici. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire après. C'est du coup, trier les côtés d'abord. Donc ça, je n'avais pas fait, là, je vais t'arrêter là. Mais maintenant, dans la construction du triangle qui est là, on pourrait commencer par, quand on reçoit les côtés ici, non plus les stocker dans 3 variables, mais les stocker dans un tableau de côté. On trie le tableau, et du coup, il suffit de vérifier que le contenu de la case 2 est bien inférieur au contenu des cases 0 plus 1. Enfin, les cases 0 et 1. D'accord?
du coup, voilà, type. Où est-ce que je l'ai mis celle-là? Voilà, ouais, c'est dans type ici que je vérifie si c'est un triangle ou pas. Mais ça, on pourrait après décaler ça directement dans le constructeur, vérifier dans le constructeur que ce que ce qu'on me donne comme paramètre, ça correspond bien à un triangle, et lever une exception si c'est pas un triangle. Mais bon, comme les exceptions sont pas vraiment au programme, c'est peut-être pas la peine de leur parler de lever des exceptions au moment de créer un objet. D'accord? Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des tests qui réussissent ne garantissent rien a priori, sauf s'ils sont exhaustifs. Que écrire des cas de tests, ça amène à se poser des questions plus profondes et mieux comprendre un problème en général. Ça amène aussi à manipuler certains foisons. Que les tests boîte noire et boîte blanche sont complémentaires et que leurs principes peuvent être expliqués informellement assez rapidement. On n'est pas obligé de rentrer dans ce qui définit une classe d'équivalence formellement en maths pour parler de classe d'équivalence dans le cas des tests. Que faire passer un jeu de test à un travail rendu, ça peut être une façon d'avoir une partie de note automatiquement. Qu'en ce qui concerne les tests boîte blanche, c'est souvent un peu difficile de s'y retrouver quand on n'a pas l'habitude. Et que c'est vrai, du coup, Coverage, ça peut être un bon outil. Alors, sur les tests boîte blanche et Coverage, il y a éventuellement la possibilité non pas de le faire utiliser aux élèves, mais de leur montrer l'utilisation sur un exemple pour bien leur faire comprendre ce qu'on teste ou pas avec certains cas de test. Et après, comme je disais, pour motiver l'écriture de test, faire écrire une fonction à un élève et les tests boîte noire à un autre. Mais ça, on en a déjà parlé, ça peut être effectivement une très bonne idée. D'accord? Donc ça, ça amène à la fin de la première partie. Et avant de faire une pause et d'attaquer la deuxième partie, voilà, la question c'est est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des questions d'abord sur tout ça? C'est vrai que café point d'interrogation, c'est une question. Alors, utilité d'introduire les classes. Alors, comme on le voit ici, ça permet de faire comprendre que mes données côté 1, côté 2, côté 3, c'est finalement des choses qui vont ensemble, qui ont un sens. D'accord? Donc, après, ça peut très bien être fait progressivement. Ça, bon, en plus, je rappelle, le TDD, ça nécessite d'avoir une bonne idée déjà d'un programme bien écrit, mal écrit. Alors, ceci dit, ça permet, en parlant un petit peu TDD, et en le faisant à la main, d'introduire déjà ce genre de notions chez les élèves. Donc, plutôt que de leur faire du TDD, une façon de le faire, c'est de le faire au tableau, en façon guidée. Donc, vous le faites, et puis vous essayez d'expliquer aux élèves pourquoi à chaque fois vous allez générer tel nouveau cas de test, pourquoi vous allez améliorer la structure de votre code de telle ou telle autre façon, et ça donne des idées sur ce que c'est qu'un beau code, un mauvais code. Et puis ça va montrer un petit peu l'intérêt des classes. Donc évidemment, le TDD, comme introduire les classes, c'est qu'en terminale, d'accord? Et le TDD, c'est même facultatif. Mais ça peut être une façon de leur parler un petit peu de qualité de code. Voilà, mais je pense qu'effectivement, en première, les tests, en parler, c'est une bonne chose. Mais ça doit rester un début d'approche assez informel, mais on peut quand même commencer à parler boîte noire et un petit peu partitionnement en classe d'équivalence pour dire qu'il faut bien générer des cas de tests aux valeurs frontières, que c'est souvent les endroits où on va trouver des bugs. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire, Christophe, par les spécifications de codage? Et pour répondre à ta question, Fabrice, oui, les 3 returns, effectivement, j'ai pas eu le temps, enfin, je voulais pas passer trop de temps sur le TDD, mais l'idée, c'est effectivement, c'est à terme se dire, plusieurs points de sortie dans une fonction, on n'aime pas, donc on sauvegarde une variable, on renvoie cette valeur. Après, post, c'est invariant de boucle. D'accord. Alors, pré et post condition, non, ça va pas impliquer de supprimer des tests,
mais potentiellement, ça veut dire faire des tests pour vérifier que on a bien la bonne assertion qui est levée. Donc cette fois-ci, mettre des pailles ici, comme je mets des with, où est-ce que j'en ai un? With PyTest.raise ici, mettre un with PyTest.raise de assertion error pour vérifier que eh bien, les bonnes assertions ont été bien mises au bon endroit. Et ça, si vous utilisez des cas de test pour évaluer le travail d'un élève, si vous avez insisté auprès de vos élèves qu'ils devaient mettre des assert sur les conditions d'utilisation de la fonction, ça peut être pour vous une façon automatique d'avoir un retour sur est-ce qu'ils ont mis bien les bons assert. Vous faites des with PyTest.raise de assertion error sur les différents cas d'utilisation qui devraient lever, qui devraient détecter par des assert. D'accord? Voilà, donc allez, il est 10h57. On se retrouve à 11h07. Je laisse 10 minutes de pause.